Ok. Tac. Merci Thomas, bonjour à toutes et à tous. Donc en effet, le sujet, je pense qu'il était déjà marqué sur l'ordre du jour et Stéphane en a parlé au début, donc il n'y a pas de suspense. Je vais donc... alors ça marche comment ? Comme ça. Je vais donc vous parler en avance de phase du cadre réglementaire qui va être mis en place pour pouvoir accéder à la bande 3842, bande dont on parle depuis au moins 3 ou 4, si ce n'est plus, sessions de ce colloque. Donc je pense que vous attendez tous avec impatience comment ce cadre réglementaire va être mis en place et quand. Rapidement, je vais revenir justement sur le calendrier. Ensuite, les principes d'attribution. Puis les règles techniques de coexistence, puisque c'est une bande qui vient dans un contexte où des services existent déjà. Donc il y a quand même quelques spécificités que je balayerai rapidement, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais qui sont importantes d'être présentées. Et avant de parler des prochaines étapes qui vont bientôt arriver, rapidement aussi le portail qui permettra à tous les entreprises intéressées de pouvoir effectuer leur démarche pour accéder à ces fréquences. Le calendrier. Alors, peut-être en préambule, un point important, c'est qu'au niveau France, au niveau national, donc conjointement avec le gouvernement et le régulateur, il a été décidé pour aller au-delà de la bande 38, qui a été ouverte en 2019, qui était déjà une première étape importante, et d'ailleurs elle a reçu un certain succès, puisque aujourd'hui il y a plusieurs réseaux qui sont déployés dans cette bande. Il a été décidé pour potentiellement donner accès à des bandes plus larges et dans un écosystème 5G plus natif, puisque la 2.6 à l'origine était quand même plus 4G, même si aujourd'hui elle est passée en 5G, il a été décidé de regarder plutôt à l'échelle européenne. Donc s'appuyer sur les travaux de l'harmonisation d'une bande ou de plusieurs bandes. Il se trouve que c'était cette bande, la bande 3842, qui a été, suite aux travaux du RSPG, je ne vais pas refaire toute l'histoire, identifiée comme étant la bande qui pourrait, à l'échelle européenne, être celle qui vraiment ferait sens pour développer ces réseaux locaux à usage professionnel. Et donc, il a fallu un certain temps, puisque en 2021, l'Union européenne a mandaté la CEPT pour travailler sur ce sujet. Assez récemment, puisqu'en novembre 2024, la CEPT, donc qui est, je ne sais pas si vous êtes familier de cette entité, mais c'est l'organisme qui, au niveau européen élargi, définit les grandes spécifications techniques pour l'utilisation du spectre, que ce soit pour le mobile, le satellite, etc. Donc, en novembre 2024, la CEPT a rendu ses travaux à l'Union européenne pour dire c'est bon, voilà, on a regardé tous les sujets, cette bande peut être harmonisée. Et voilà, il se passe encore un peu de temps, et aujourd'hui, on attend la publication de la décision donc, de l'Union européenne qui va venir harmoniser cette bande 3842 pour un usage local, et j'y reviendrai un peu en détail. Donc on est vraiment, donc j'ai pas détaillé le calendrier après aujourd'hui, j'y reviendrai à la fin de ma présentation, mais on est tout près donc de cette harmonisation. En parallèle, bien entendu, au niveau national, on n'a pas attendu que tous ces travaux se fassent. Il y a eu des travaux en parallèle, dont notamment en 2022 l'ouverture du guichet qui a permis de tester, de monter en compétences à la fois du côté du régulateur, mais aussi surtout du côté des écosystèmes, puis des consultations publiques, la mise à jour du TNRBF. Il y a tout un tas de travaux à mener, mais qui sont importants. Importants pourquoi ? Pour qu'ensuite le cadre réglementaire il soit protecteur, il soit suffisamment solide pour que quand la bande soit utilisée, elle puisse être réellement utilisée, et on l'a vu pour des cas très critiques. Donc il ne s'agit pas d'avoir une bande qui soit disponible et puis que derrière, elle ne soit pas finalement fonctionnelle. Donc voilà, c'était important de mener tous ces travaux. Et aujourd'hui, on est vraiment tout près de l'ouverture. Donc l'ouverture, pourquoi ? L'ouverture pour l'intégralité de la bande 3842. Donc les 400 MHz vont être harmonisés donc dans la décision qu'on attend dans les jours qui viennent de l'Union européenne pour que ces 400 MHz puissent être utilisés pour des réseaux locaux à faible puissance. Donc du point de vue réglementaire au niveau français, ça se traduit comment ? Donc à l'instar de la bande 2,6 GHz TDD, pour accéder à cette fréquence, il faudra disposer d'autorisations individuelles qui seront donc délivrées par l'ARCEP sur des zones locales, circonscrites et limitées aux usages professionnels de ceux qui en font la demande, donc là où ils exercent une activité professionnelle qui demande ce type de fréquence. L'attribution sera par bloc de 5 MHz jusqu'à concurrence de 100 MHz, donc maximum 100 MHz, et pour une durée maximale de 10 ans.
Pas vraiment de surprise sur ces informations, c'était ce qui était dans le contenu de la consultation publique que nous avons menée à l'été, et donc les réponses que nous avons pu obtenir ne remettent pas en cause fondamentalement ces différentes données. En corollaire de l'attribution de ces fréquences, il y aura quelques obligations à respecter, mais ces obligations sont essentiellement destinées à s'assurer que les fréquences sont bien utilisées et pour des usages professionnels dans les zones demandées. Donc il n'y a pas d'obligation qui soit au-delà finalement des usages professionnels des demandeurs, et qui plus est, les modalités apportent une certaine marge de dérogation à ces obligations de façon à répondre parfaitement aux besoins des utilisateurs sans demander des obligations qui n'auraient pas lieu d'être. Donc, certaines souplesses. Le mécanisme d'attribution, on n'a pas innové, et c'est ce sur quoi on avait consulté. Il reprend quasi intégralement celui qui est en place pour la 2,6 GHz TDD, qui a fait ses preuves, sur lequel on avait interrogé pour potentiellement venir l'amender. L'intégralité, enfin la majeure partie des réponses apportées à la consultation publique montrent que ce système fonctionne assez bien. Il peut être perfectible sur certains aspects, mais en tout cas, il a été décidé au niveau de l'ARCEP de le maintenir pour la bande 3.842. Donc pour rappel, dans un premier temps, il y a besoin de passer par une manifestation d'intérêt, donc une publication d'une demande, donc sur une zone donnée pour une quantité de fréquence, donc jusqu'à 100 MHz. Et pendant 2 mois, les acteurs intéressés sur la même zone peuvent s'ils ont un projet qui est déjà prêt, venir demander eux-mêmes aussi des fréquences sur cette zone. Et au bout des 2 mois, si sur la zone il y a suffisamment de fréquences, bon là on a 400 MHz, donc on est quand même, je pense, un peu plus large qu'on a pu l'être sur la 2.6, mais bon, s'il y a une vraie demande forte de beaucoup de fréquences sur des zones qui peuvent être à forte densité d'utilisateurs, il n'est pas exclu qu'au bout des 2 mois, il y ait besoin de partir en concertation pour discuter, pour se mettre d'accord sur l'utilisation, par exemple, de trames communes ou de mutualisation. Donc, en tout cas, c'est le même principe que celui qui a été qui est mis en œuvre pour la 2.6 GHz, qui vous sera proposé pour la 3.842. Alors, je parlais de zones locales. En effet, l'harmonisation européenne, et donc ce qui est repris dans les modalités d'attribution que le régulateur propose avec le gouvernement, est bien celui d'une autorisation localisée donc dans l'espace. Et comment ça se concrétise dans l'autorisation? Et là aussi, on a repris des choses qu'on a introduites récemment sur la 2.6 GHz TDD qui ont le mérite de clarifier les choses et de rendre une certaine visibilité sur à la fois les zones qui sont utilisées et les zones qui sont nécessaires pour coordonner les acteurs. Donc 2 zones dans cette procédure. Une zone d'autorisation qui est celle sur laquelle le titulaire d'autorisation devra respecter ses obligations, et celle qui sert d'assiette à la redevance. Donc c'est vraiment, on va dire, sa zone cœur dans laquelle personne d'autre, si je puis dire, peut venir utiliser les mêmes fréquences. Et puis une zone de coordination qui a vertu informative, mais qui est tout aussi importante, puisque pour des raisons purement de physique et de propagation, il est impossible, ou en tout cas il n'est pas possible de réattribuer des fréquences dans cette zone-là sans qu'il y ait un minimum de concertation entre les acteurs. Concertation qui peut être, encore une fois, puisqu'on est dans une technologie TDD, d'utiliser la même trame, de changer quelques ingénieries nécessaires. Certains d'entre vous dans la salle sont déjà coutumiers du fait pour la bande 2,6 GHz. Ce sera la même chose pour la bande 3.842, pardon. Voilà, dans une perspective, encore une fois, pas de mettre des bâtons dans les roues, mais réellement d'optimiser l'utilisation du spectre sur le territoire national, là où c'est besoin. C'est vrai que quelquefois, il peut y avoir des utilisations qui sont très isolées, donc finalement, ces zones ne seront là que pour une information finalement peu importante, mais dans d'autres zones qui sont très denses, et on en a déjà des cas d'espèce nombreux, c'est important d'avoir cette coordination, et dans l'ensemble, les réponses à la consultation publique nous ont conforté dans cet intérêt d'avoir ces zones.
Enfin, et ce n'est pas des moindres, même si ce n'est pas la compétence du régulateur, je me fais le porte-parole du gouvernement sur la partie redevances. Je crois que Stéphane en a parlé au début. Donc les redevances ont été aussi fixées. Le montant des redevances a été fixé avec une modification du décret 2007-1532 pour un calcul des redevances assez similaire là aussi à la 2,6 GHz-TDD, mais avec des coefficients différents, ce qui fait qu'en effet le prix au mégahertz est moins important. Et là, à titre d'exemple, pour 100 MHz, pour une zone inférieure à 30 hectares, qui représente déjà quand même une surface importante pour un usage industriel, la redevance par an sera de l'ordre de 1 000 € par an. Alors, je l'ai dit au début, et ça avait été souligné, c'est vrai, cette bande, elle n'est pas complètement libre, sans obligation et sans contrainte technique. C'est une résultante de l'historique. La bande 3.842 a été utilisée, est toujours utilisée dans une certaine mesure sur le territoire national pour une utilisation du service fixe par satellite. Et elle est entourée de 2 bandes qui ont des contraintes aussi techniques importantes. Au-dessus, les radioaltimètres qui sont utilisés sur les aéronefs. Et en dessous, les opérateurs nationaux qui disposent d'autorisation dans la bande 3.4.3.8 pour les réseaux nationaux, donc les réseaux 5G. Donc les conditions techniques qui vont être harmonisées, mais bon, le texte est quasi prêt, là, il n'y aura pas de surprise, il a été adopté par les États membres, on n'est plus que dans les dernières lignes droites pour que le collège, la Commission européenne le publie au journal officiel de l'Union européenne. Il y aura des limitations de puissance et quelques conditions techniques d'utilisation de la bande au niveau block emission mask et choses de ce genre. Au niveau national, il a été nécessaire, après discussion avec les parties prenantes, de rajouter trois autres, on va dire, conditions supplémentaires pour protéger, en tout cas à ce stade, pour protéger les réseaux existants, que ce soit dans la bande ou dans les bandes adjacentes. Donc les points que je voulais balayer rapidement avec vous sans rentrer dans les détails, c'est pour protéger sous la bande 3.8 les réseaux 5G utilisés par les opérateurs et aussi dans certaines mesures qui peuvent être utilisés pour des réseaux professionnels opérés par les opérateurs. Une bande de 100 MHz dans laquelle, de la bande 3.8, 3.9, où dans un premier temps, la contrainte sera d'utiliser la même trame que les opérateurs nationaux. Et au-dessus de 3.9, plus de contraintes de ce type, mais toujours respecter un certain niveau d'émission sous la bande 3.8. Au-dessus de 4,2 GHz, donc en discussion avec les ministères et les administrations en charge de l'aviation civile et les ministères régaliens, des conditions spécifiques seront aussi appliquées, notamment autour des aérodromes et des héliports dans le bloc 4,1, 4,2 GHz. Et enfin, comme je disais, les stations fixes du service, les stations terriennes du service fixe par satellite étant présentes dans la bande 3.842 et ayant déjà des autorisations et donc devront être protégées, se verront elles aussi donc protégées par des conditions particulières d'émission dans leur direction autour des stations existantes. Le nombre est relativement limité sur le territoire national, néanmoins autour de ces zones, il pourra y avoir des contraintes par rapport aux azimuts et aux puissances des réseaux locaux. Donc voilà brièvement ce que je pouvais dire aujourd'hui du cadre réglementaire. Encore une fois, il n'y a vraiment pas je ne pense pas à vous surprendre, en tout cas ceux qui suivent le sujet de près, puisque c'est à peu près, à quelques détails près, le contenu des documents qui avaient été mis en consultation publique en juillet, donc à la fois sur les modalités et sur les conditions techniques. Et donc, pour conclure, non, pardon, pas encore pour conclure, pardon, j'étais trop rapide. Je vous le disais en préalable, aujourd'hui, vous êtes, certains d'entre vous, habitués ou familiers du portail. Donc le portail dématérialisé qui permet de déposer des demandes, donc utilisé par exemple pour les FH, utilisé aussi pour la bande 2,6 GHz. Donc il a été décidé au niveau de l'ARCEP de réutiliser ce portail, mais de le mettre à jour. On est bien sûr à l'écoute et on a été à l'écoute de vos retours sur ce portail qui a un petit peu vieilli depuis son lancement et qui nécessite d'être remis à jour. Donc il va être mis à jour
pour intégrer la bande 3.842 et rendre les choses plus fluides, notamment avoir vraiment un portail qui permet à la fois la consultation et donc consulter les zones qui sont encore, entre guillemets, disponibles, où là, il y aura nécessité de discuter avec ses voisins pour s'installer, publier les manifestations d'intérêt, puisque c'est par ce portail que les manifestations d'intérêt seront visibles et pourront être donc vues de l'ensemble des gens qui sont intéressés par l'utilisation de cette bande dans les zones considérées, et de déposer des demandes de fréquence. Donc le lancement de la 3.842 et du guichet viendra avec cette amélioration en tout cas de la partie interface homme-machine de ce portail. Donc dans un souci d'efficacité et de fluidité, toujours nécessaire, et en tout cas on reste à vos écoutes aussi, à votre écoute sur ces sujets pour améliorer cette dématérialisation. Et enfin, pour conclure, j'étais un peu trop rapide, et donc j'ai dépassé le temps, mais du coup, les prochaines étapes d'ici la fin de l'année, donc j'insiste bien, c'est d'ici la fin de l'année. Malheureusement, j'aurais bien aimé pouvoir venir ici en disant que le guichet avait été ouvert ou que la ministre l'aurait déjà annoncé. Ce n'est pas le cas pour une des raisons principales étant justement l'attente de cette publication au journal officiel de l'Union européenne de l'harmonisation. Je dis que c'était un point très important depuis le début de la démarche nationale, c'était vraiment de se positionner sur une bande de fréquence qui serait harmonisée à l'échelle européenne pour des effets d'échelle, pour s'assurer que les industriels nationaux et qui peuvent aussi avoir des intérêts européens, on parle beaucoup du marché unique, puissent reposer sur une fréquence qui soit disponible de la même façon dans tous les pays de l'Union européenne, dans les 27 États membres. Donc c'est la prochaine étape qui devrait, a priori, on n'est pas les maîtres du calendrier, mais subvenir dans les 15 prochains jours. Je ne m'avance pas trop en disant ça, d'après les informations dont on dispose. Ensuite, il y aura une publication au journal officiel de la République française des conditions techniques homologuées par la ministre, donc, qui permet d'avoir des conditions d'utilisation bien spécifiées, celles que j'ai décrites, mais qui seront homologuées par la ministre. Puis, et ça sera certainement dans le même temps, une publication sur le site de l'ARCEP des modalités, donc ce que je viens de préciser, et donc l'ouverture du guichet. Donc le jour où cette communication sera faite, le guichet sera ouvert et vous pourrez envoyer vos demandes. Alors j'espère que vous n'allez pas tous les envoyer en même temps quand même, parce que l'ARCEP est dimensionné, mais pas forcément pour recevoir un tombereau de demandes. Néanmoins, bien entendu, on sera disponible pour répondre à vos questions et vous accompagner dans les démarches comme on peut le faire aujourd'hui, déjà sur les bandes, sur la bande existante, à savoir la de 6 GHz, ou les bandes expérimentales. Et peut-être sur ce dernier point, vous dire que les expérimentations resteront bien entendu possibles sur cette bande. Voilà, on vous communiquera exactement de quelle façon cela se mettra en place, mais ça sera bien entendu toujours possible pour tester vos projets avant de vous lancer. Question ? Juste peut-être, avant de vous libérer, une petite question. S'il y a vraiment une question qui ne peut pas... tu restes avec nous encore un peu de temps. Donc voilà, on pourrait attraper Patrick dans la pause déjeuner. Non, je ne vois pas de questions. En tout cas, merci beaucoup, donc, Patrick, pour ces précisions. Et puis, donc, on l'aura sous le sapin, c'est ça, voilà, à Noël. Ça va, 15 jours, plus 15 jours, ça ira. Voilà, merci beaucoup. Et puis, donc, nous, on sera effectivement vigilants voilà, sur les conditions d'application voilà, qu'il faudra surveiller, voir si on peut... Dans la durée, pourquoi pas les alléger un petit peu, hein, on discutera avec les opérateurs aussi, voilà, qui visiblement voilà, aussi se protègent par principe de précaution. Et voilà, donc merci en tout cas à toutes ces présentations du matin, et donc on se retrouve à 14h voilà, pour reprendre la session de cet après-midi. Donc bon déjeuner à tous, merci.